Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace jusqu'au port de 11h. Nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité. Ça se passe ainsi, évidemment. Vous avez la possibilité de réagir en direct. Soit vous partez sur Twitter, #EspaceGG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Mamoudou Kondé à la réalisation côté télé. Mohamed Diaby à la radio. On s'intéresse à l'actualité. La Guinée à 24 heures de la célébration du 60e anniversaire de son indépendance. Alors que de grandioses festivités donc sont attendues à Conakry et dans les 33 préfectures du pays, avec pour point d'orgue, il le dit Titi, un défilé militaire qui aura lieu au stade du 28 septembre devant une dizaine de chefs d'État invités à cette occasion. Un livre retraçant l'histoire des violences politiques que le pays a connues et une sortie médiatique du président de la République dans une interview accordée à des médias français suscite controverses et commentaires nourris. Au-delà donc ces célébrations interviennent dans un contexte sociopolitique particulièrement tendu à cause de différentes crises auxquelles le pays est confronté en ce moment. Que retenir de la prestation du chef de l'État devant des médias français? Quel bilan peut-on tirer des 60 ans d'indépendance de la Guinée? Comment sortir de crises auxquelles le pays est confronté en ce moment? Notre invité exceptionnel ce matin, mesdames et messieurs, n'est autre que monsieur Kiridi Bangoura, il faut le rappeler, ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace et sur Espace TV. Moussa Moïse Silla avec nous, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Mafoudia Bangoura. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Tamba Zakari Milimono. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Madame Yoruba, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour Aboubakar Diallo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on parle de cette crise au niveau de la Cour constitutionnelle, mon cher Moussa Moïse. C'est qu'il y a lieu de savoir, en attendant donc l'issue, il faut le rappeler. Aboubakar, on sait, un week-end mouvementé un petit peu à Conakry. Oui, c'est vrai que il faut dire que les choses sont allées très vite dans cette crise dont on attend le dénouement parce que le président de la République, il a reçu les présidents d'institutions hier et c'est passé à la télévision nationale. Oui. Une manière, a-t-on appris, de les consulter, de prendre leur avis sur ce qui est en train de se passer à la Cour constitutionnelle. Les grandes gueules. On n'a pas les détails de ce qui a filtré de cette rencontre entre le chef de l'État et les présidents des autres institutions. Il faut rappeler que aucun représentant de la Cour constitutionnelle n'y était parce que la crise l'affaire n'est pas tranchée. Ouais. Celui qui a été porté à la tête de l'institution vendredi à l'issue d'une plénière élective qui a été convoquée dans un contexte de crise, ça on le sait, mais de manquement à la procédure, Mohamed Lamine Bangoura, il n'est pas confirmé encore, alors que Khalifa Sall semble avoir été déposé par les autres conseils. Khalifa Sall qui doit d'ailleurs s'exprimer aujourd'hui devant la presse si on le lui permet, bien entendu. En tout cas, sa conférence de presse est prévue à 15h à la maison commune des journalistes. Donc, pour le moment, on est dans le flou total, dans l'incertitude. Le dernier mot revient au chef de l'État, donc qui doit prendre la décision de confirmer ou pas Mohamed Lamine Bangoura. Mais ce qui est à retenir, c'est que l'opinion est totalement braquée par rapport à la façon dont les choses ont eu lieu, à cause de la façon dont on a mené cette fronde contre Khalifa Sall. Ce qui a été dit est pratiquement reconnu de tous. Pratiquement, je le dis, c'était cette violation de la procédure. Parce que même si Khalifa Sall, et certainement Moussa le dira tout à l'heure, est accusé des 7 péchés capitaux d'Israël, même si cela est établi, il y a une procédure à suivre pour finalement obtenir sa tête. Est-ce que cette procédure a été respectée? Est-ce qu'on a saisi la Cour suprême qui est compétente en la matière pour établir que M. Khalifa Sall est coupable d'un crime ou d'un délit ou d'un parjure? C'est ce qui est prévu par la loi. Donc, est-ce que cette procédure a été respectée, a été suivie? Je ne suis pas sûr. Donc, les jurys se sont prononcés là-dessus.
ce qui reste clair, c'est que le dernier mot revient au chef de l'État, qui doit, à la lumière de tout ce qui s'est passé, des procédures à suivre et des lois, de la Constitution et de la loi organique portant création et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, qui doit donc prendre la décision sage qui s'impose pour confirmer ou pas l'élection de Mohamed Lamine Bangoura. Voilà, on va attendre ça dans la soirée, hein, s'il y a un décret, en tout cas dans ce sens-là. Dans la semaine. Dans la semaine, il n'y a pas de problème. Allez, vous nous apprenez des choses, Moussa Moïsi, là. Oui, nous avons mis le week-end à profit, et bien en va d'ailleurs, pour mener un certain nombre de recherches liées donc à cette crise au sein de la Cour constitutionnelle. Ça n'a pas porté ces recherches sur l'imbroglio juridique alambiqué, incompréhensible et qui n'est pas assez limpide pour l'opinion publique, mais plutôt ça a porté sur un certain nombre d'allégations qui ont été tenues et pour lesquelles vraiment je voulais faire toute la lumière afin que l'opinion en soit informée sur base, bien entendu, de documents. Comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude. Donc, je veux faire un rappel, juste que c'est la loi organique L/2011/066/CNT du 10 mars 2016 qui parle de l'organisation du fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Elle mentionne que la Cour constitutionnelle est la juridiction gardienne de la Constitution. En outre, elle veille à la régularité des élections nationales et des référendums dont elle proclame les résultats définitifs. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe quelle institution, il s'agit quand même d'une institution capitale pour un pays qui se réclame être un état de droit. Alors, il est aussi important de parler de la composition de cette Cour constitutionnelle. Parce que c'est un certain nombre, par exemple, c'est quand même une sorte de mosaïque à l'interne. Il y a des organes qui ont envoyé des représentants à l'interne pour composer la Cour constitutionnelle. 9 membres âgés de 45 ans au moins, choisis pour leur bonne moralité. C'est la loi organique que je suis en train de lire en son article 2. 2 personnalités reconnues pour leur probité et leur sagesse, dont une proposée par le bureau de l'Assemblée nationale, une proposée par le président de la République. 3 magistrats ayant au moins 20 années de pratique désignés par leur père. Un avocat ayant au moins 20 années de pratique élu par leur père, un enseignant de la faculté de droit titulaire d'au moins un doctorat en droit public et ayant une expérience d'au moins 20 années élu par ses pairs, 2 représentants de l'institution nationale indépendante des droits humains reconnus pour leur longue expérience. Vous verrez donc que la loi quand même a mis un certain nombre de verrous pour que les personnes qui doivent être au sein de la Cour constitutionnelle soient des personnes en tout cas irréprochables, qui ne soient pas des personnes ordinaires comme nous autres. Ça doit être le meilleur, vraiment les meilleurs d'entre nous tous. Alors, la Cour constitutionnelle, je n'ai pas besoin de le rappeler, a connu une série de crises. Et je ne pourrais pas les évoquer toutes ici, mais d'emblée, je peux affirmer, sans risque de me tromper, que le méli-mélo actuel en son sein est l'illustration parfaite d'un conflit interne dont l'épicentre n'est pas le 3e mandat. Selon mes recherches et sur base de documents, n'est pas le 3e mandat, mais plutôt, ça porte sur l'apparat du diable, ce que j'appelais l'apparat du diable, l'argent, mais aussi je peux en rajouter la complaisance et la passivité vis-à-vis du respect de la loi. Avant de développer cette question liée à la transparence de la Cour constitutionnelle, liée à la transparence, liée à la gouvernance financière, je souhaite parler du discours de la Cour constitutionnelle lu par son président lors de l'investiture. Donc le discours que tout le monde a apprécié. J'ai pu, grâce à mes sources, me rendre compte que ce discours a été préparé, débattu, en plénière de la Cour, parce qu'il engageait tous les conseils de l'institution. La preuve, dans mes recherches, je vais vous présenter ça, Lamine. Vous avez ce document, noté, ce document intitulé projet de discours, qui serait de Kelefa, parce que c'est quand même noté projet, qui serait de Kelefa, et qui est quand même estampillé allocution de monsieur Kelefa Sall, avec en fond de page la mention projet. Discours que j'ai lu, et ma foi, c'est un discours laudatif, édulcoré et édulcorant vis-à-vis du régime actuel. Vous pouvez en lire un extrait pour une question de temps, puisque les détails que je veux donner sont longs, donc je ne pourrai pas lire, mais vous pouvez lire ce discours. C'est quand même quelque chose qui, parfois, était du genre à faire l'éloge du chef de l'État, encensé. Alors, donc, le discours
ce discours apparemment a été amendé, discuté, puisque c'est la plénière, c'est l'Assemblée plénière qui délibère, qui décide. Donc ça a été amendé, ce discours apparemment. Donc des termes ont été rajoutés, comme des termes liés aux sirènes révisionnistes, mais également au fait qu'il a été mentionné qu'il s'agit du second et du dernier mandat du chef de l'État. D'ailleurs, cette expression, votre second et dernier mandat, n'a pas fait l'unanimité. Il y a eu des discussions chaudes, parce que certains disait, selon mes informations, que c'était assez fort, que le droit ne devrait pas être violent. Dire que c'est votre second et dernier mandat. Donc, le discours qui a été lu et apprécié par le peuple de Guinée, et par moi également j'ai apprécié ce discours, c'est l'émanation de l'Assemblée plénière, donc des membres, des conseillers de la Cour constitutionnelle. En tout cas, l'unanimité. Donc, la Cour constitutionnelle, qui est gardienne de la Constitution, elle est restée pourtant passive face au respect des règles qui découlent de celle-ci. Parmi les premiers conseillers qui ont composé la Cour constitutionnelle, il y avait un certain Diaby, que vous connaissez, il est actuellement, je pense, le président de l'INDH. Vous savez, on avait parlé de ce défaut d'âge. On avait parlé du défaut d'âge. Et monsieur n'avait pas l'âge requis à l'époque pour être membre de la Cour constitutionnelle. Les qualités des membres qui doivent composer la Cour constitutionnelle, je viens de les lire sur la base de la loi organique, mais son cas a été discuté en plénière avec les conseillers de la Cour constitutionnelle. Parce que quand on est gardienne, on est à la tête d'une institution gardienne du respect de la Constitution, en tout cas de la Constitution, on ne peut pas permettre que cette institution soit le siège de la violation de la loi. Voilà. Donc, alors, on a discuté du cas de ce monsieur. Les grandes gueules. La violation du défaut d'âge a été entérinée. Entérinée parce que il n'y a pas eu d'entente. Ça n'a pas été dénoncé, parce que ça aurait pu être au moins dénoncé. Si ça avait été publiquement dénoncé, ça aurait pu permettre, en fonction de ce que la loi prévoit, pour corriger cette violation de la loi. Donc, il s'agissait là d'un mauvais précédent, une sorte de jurisprudence. Il s'agit de l'institution qui juge de la constitutionnalité des lois, des ordonnances, ainsi que de la conformité des traités et accords internationaux. Elle ne peut pas être le siège de la violation de la loi, mais elle a fermé les yeux sur ce cas-là. Au moins, en tant que président, premier responsable de la Cour constitutionnelle, qui la représente partout, j'estime que le président de la Cour constitutionnelle aurait dû, à l'époque, pas lui seul certes, les conseillers, les autres conseillers aussi, mais lui bien plus que les autres, parce qu'il est le président, il aurait dû quand même dénoncer en premier cette violation de la loi et passer par les fonds prévus par celle-ci pour que cette faute grave soit corrigée. Je dois ajouter que les autres conseillers également n'ont pas fait preuve d'assez de vigueur pour que cette violation de la loi ne soit pas violée. Mais pire, lorsque les conseillers de la Cour constitutionnelle prennent fonction, il y a un décret de confirmation, comme c'est le cas de M. Bangoura, le décret de confirmation qu'il attend du chef de l'État. Alors, pour amener ce projet de décret au chef de l'État, le président de la Cour constitutionnelle, c'est lui qui met tout cela en branle. Donc, il a dû amener également les dossiers liés au cas de Ali Diaby, alors qu'il y avait à redire sur son défaut d'âge. Le fait pour lui, en tant que premier ministre, de permettre que tout cela soit expédié à la présidence et que ça passe par le ministre conseiller Fofana qui s'occupe des institutions, et que toutes les procédures liées à la vérification, parce que la loi prévoit que des CV pour les personnes qui sont déjà cooptées, qui sont choisies par leurs différentes institutions, on ne les prend pas comme ça. Il y a un certain nombre de cheminements. Il y a quand même les CV qui sont déposés. Alors, moi, je suis étonné, c'est pourquoi je dis que c'est une crise d'emblée qui a été produite par tout le monde, parce qu'il y a eu beaucoup de passivité là-dessus. On a fermé les yeux là-dessus parce que vous recevez quand même les CV des personnes, des conseillers. Vous recevez des informations liées à ces personnes-là. Comment on a pu, au niveau d'abord de la présidence, fermer les yeux sur ces CV pour que cette nomination soit entérinée, que ce décret de confirmation soit également pris. Donc cela a créé déjà au sein de la Cour les grandes gueules, les premières bisbilles, Lamine. Parce que si vous devez entrer au sein d'une institution aussi importante que la Cour constitutionnelle, et que moi je m'élève publiquement en assemblée plénière contre votre défaut d'âge, il va sans dire que lorsque vous allez intégrer l'institution en question, vous n'aurez pas de sentiment sain vis-à-vis de ma personne. Voilà, vous aurez certainement une position assez dure vis-à-vis de moi, parce que vous penserez que j'ai soulevé, je vous ai démasqué et que j'ai soulevé une question liée donc à votre défaut d'âge. Donc ça a créé une certaine friction au sein de la Cour constitutionnelle. Alors, le 1er février 2016, une note adressée au président de la République a été écrite et signée de 7 conseillers de la Cour constitutionnelle. Je peux vous donner la liste.
pour être plus précis, Monsieur Amadou Tidjane Kaba, conseiller doyen, Monsieur CCTIA, conseiller, Monsieur Mounir Hussein Mohamed, conseiller, Madame Rougiatou Bari, conseillère, Monsieur Amadou Diallo, conseiller, Monsieur Mohamed Lamine Bangoura, conseiller, Monsieur Ahmed Terna Sano, conseiller. Alors, cette note adressée au PRG, donc signée de ces 7 conseillers, sauf Ali Diaby, celui dont je viens de parler, parce qu'il avait été nommé donc à l'époque, choisi par ses pairs comme vice-président de la Cour constitutionnelle, dont le cas sur l'âge avait été donc ignoré par la Cour constitutionnelle. Il n'a pas signé, lui n'a pas signé cette note qui a été adressée à la présidente de la République. Donc cette note adressée est intitulée « Déchéance du président de la Cour ». Il portait essentiellement sur 2 volets. Dysfonctionnement majeur de la gouvernance administrative, dysfonctionnement lié à la gouvernance financière de la Cour constitutionnelle. Parmi les dysfonctionnements administratifs, j'ai pu retenir, sur base de documents, tout est là, Lamine, j'ai pu retenir la rétention et le refus d'appliquer le règlement intérieur adopté article par article le 23 décembre 2015 à l'unanimité des conseils, à l'exception seulement de l'article 33 adopté par 7 conseillers sur 9. Et cet article-là portait sur la mise en place d'un comité de trésorerie. Je vous parlerai plus tard du comité de trésorerie et des problèmes que ça a créé. L'autre reproche qui a été fait par ces 7 conseillers signataires à Khalifa Sall à l'époque était qu'il faisait mention dans les documents officiels de la Cour d'un règlement intérieur fictif qui aurait été adopté le 14 mai 2015. En ce qui concerne les dysfonctionnements liés à la gouvernance financière, les 7 conseillers signataires ont parlé dans ce document d'opacité dans la gestion financière du président Sall et ils ont rajouté que les conseillers n'ont reçu aucune justification de sa part sur l'utilisation des fonds destinés à certaines activités de la Cour. Ils ont cité notamment, je parle sur base toujours de documents, les toges, les voyages d'études du président et les festivités. Les grandes gueules. Ils ont enfoncé le clou en mentionnant la production de fausses factures pour tenter de justifier des sorties d'argent. Ils ont dénoncé aussi le fait que les dépenses personnelles du président Sall, achat de costumes, frais médicaux, les frais de voyage, soient imputés sur le budget de la Cour constitutionnelle. Donc face à tout cela, ces conseillers signataires déclarent qu'étant donné que c'est eux qui ont élu Khalifa Sall, président de la Cour constitutionnelle, à la majorité absolue, ils décident également de lui retirer leur mandat. Ça, c'est la première... le premier mécanisme lié à la déchéance du président Khalifa Sall. Donc ce à quoi nous assistons ici, ce n'est pas une première du tout. Ça a commencé il y a un peu longtemps. Lorsque cette lettre a été adressée au président de la République, à la présidente de la République, il se trouve, selon mes informations, que le patron n'en a pas donné suite. Selon mes informations, il a d'ailleurs invité les conseillers à une rencontre d'échange et en dépit des explications des uns et des autres, il a exhorté les conseillers de la Cour à faire preuve de plus de responsabilité en sauvegardant la crédibilité, l'honorabilité et la sagesse de la Cour constitutionnelle. Donc cette note appelée déchéance de président de la Cour... Ça date de quelle année ça, Moussa Moïse? Ça date du... La date est là. Ça date du 1er février 2016. Ok. Donc ça n'a pas... Les conseillers ont échoué parce que le président n'a pas entériné ce qu'ils ont fait. Alors... En définitive, la crise va continuer de plus belle au sein de la Cour constitutionnelle. Ça ne prendra pas fin avec cette première crise. En 2016, précisément le jeudi 10 novembre 2016, c'est encore sur base de documents ici, Lamine Grassi, une autre décision de destitution du président Khalifa Sall sera prise en plénière, en présence des mêmes 7 conseillers. Cette fois-ci, M. Ali Diaby, vice-président à l'époque de la Cour constitutionnelle, était présent. Cette plénière a relevé encore un certain nombre de dysfonctionnements sur d'abord la gestion de la Cour. Les conseillers ont reproché encore à M. Khalifa Sall d'avoir soutenu qu'il y a 2 cours constitutionnelles. L'une administrative qui ne relève que de lui et dont les autres conseillers n'ont pas d'avis à donner, et en ce qui concerne sa gestion, et pour compléter que cette cour administrative ne dépend que de sa seule compétence, qu'aucune question administrative de la Cour ne sera soumise à l'appréciation des autres conseillers ou à leur délibération. C'est écrit dans le document que j'ai ici. L'autre partie de la Cour constitutionnelle, parce qu'il y avait une sorte de bicéphalisme de partition, l'autre Cour constitutionnelle est donc juridictionnelle. M. Khalifa Sall, selon la décision de destitution des 7 conseillers signataires, a pris l'ordonnance numéro 009/P/CC/2016 du 22 septembre 2016 pour matérialiser cette séparation au sein de la Cour. En appui à cette ordonnance, il aurait déclaré que les conseillers ne devraient venir, sur base toujours de documents, c'est écrit, ça vient de la Cour constitutionnelle, que les conseillers ne devraient venir désormais à la Cour que les lundis pour délibérer sur les questions juridictionnelles et que les autres jours de la semaine sont réservés aux activités de la Cour administrative dont il est le président. Les grandes gueules. À la lumière de ce qui précède, les conseillers ont encore une fois
déclaré que cette division fictive de la Cour constitutionnelle n'est consacrée ni par la Constitution ni par la loi organique. Donc ces 7 conseillers ont reproché à M. Sall le refus d'exécuter les décisions de la Cour, surtout celles prises par l'Assemblée plénière. Cette Assemblée plénière avait d'ailleurs décidé, en présence de M. Sall, le renvoi de M. Nouan Silla, Nouan Silla qui cumulait des fonctions de chef de la section informatique de la Cour et de responsable du service informatique de la CENI, et qui est en outre propriétaire d'une entreprise qui fournissait des services et matériel informatique à la Cour constitutionnelle. Vous voyez un peu ce cumul et ce conflit de compétences, d'intérêts. Il lui a également reproché que, contrairement à la décision de la plénière d'envoyer le président de la Cour constitutionnelle et un conseiller à la rencontre à l'étranger des conseils et cours constitutionnels ayant en partage la langue française, une rencontre qui devait se tenir en Moldavie, M. Sall aurait fait le déplacement avec son directeur de cabinet au mépris de la décision de la plénière. C'est-à-dire que c'est une grande rencontre qui se faisait en Moldavie. Il a été décidé lors de la plénière que ce soit le président Sall et un autre conseiller qui partent. Mais les conseillers justifient un peu cette deuxième déchéance de leur président par le fait qu'il n'a choisi que lui-même et son directeur de cabinet. Ils ont aussi mentionné la dissolution du comité de trésorerie de la Cour constitutionnelle en violation de l'article 33 du règlement intérieur par l'ordonnance numéro 007/P/CC 2016 du 5 août 2016 à l'initiative de M. Sall. Face à cette situation, ces 7 conseillers signataires, encore une fois Lamine, le document est là, ils ont signé. Pas la peine de reprendre les noms. Les grandes gueules. Amadou Tidjane Kaba, CCTA, Mounir Hussein Mohamed, Rougiatou Bari, Amadou Diallo, Mohamed Lamid Bangoura, Ahmed Ternassano ont signé. Donc face à tous ces manquements, ils ont décidé encore une fois de destituer M. Khalifa Sall. Ça fait 2. Toujours en 2016. Ça, c'est en 2016. L'autre, c'était pas à la même date. Voilà. Oui, je comprends. Il y a donc, année. il y a donc eu un autre blocage à la Cour. Une autre rencontre se fera, selon mes informations, au Palais Sécrétariat, en présence du grand chef. Qui va encore une fois, selon les sources, déclarer que personne ne doit parler de la décision de Khalifa Sall. Bon, selon mes informations, le PRG... le président de la République. Le président de la République. Jouait plutôt sur la carte politique pour ne pas que ça puisse être saisi par ses opposants pour en faire une sorte de boulet de tir pour en faire une sorte de missile contre son régime. Alpha ne voulait pas la destitution. Pas du tout. Cette haute tentative de destitution va donc échouer. Le patron, le président fera lui-même, fera encore une fois la même invite aux conseillers de sauver l'honneur de la Cour constitutionnelle. La deuxième, donc cette deuxième motion de défiance ne va pas prospérer, ça va échouer. Les grandes gueules. Troisième crise, troisième élément, il sera question, vous vous souvenez, conformément à la loi du renouvellement par tirage au sort de 3 membres de la Cour constitutionnelle. Et cela donnera lieu à beaucoup de supputations, parce que sur ce tirage au sort, que certains conseillers ont dénoncé. Pour ces conseillers, le lundi 5 mars 2018, le président de la Cour constitutionnelle a procédé seul au renouvellement de la Cour en l'absence des 8 autres. Alors, après beaucoup de contradictions, finalement, 3 conseillers vont être remplacés par 3 autres. Donc, il y aura le tirage au sort. Étant donné, rappelez-vous, qu'il n'y a jamais un sans 2, parmi les 3 nouveaux conseillers, il y en a encore qui sont entrés nouvellement, qui n'ont pas l'âge requis pour être membres de la Cour constitutionnelle. C'est le cas notamment de M. Ternassano. Cette autre violation de la loi, comme la précédente portant sur le défaut d'âge, vous vous rappelez que j'en ai parlé? Oui. Alors, cette autre violation de la loi, comme la précédente, portant sur les manquements liés au défaut d'âge des conseillers, n'a pas été corrigée. Pourtant, la Cour constitutionnelle est la gardienne de la Constitution, la bouche, les oreilles et les yeux de la Constitution. La crise ne prendra pas fin avec ce renouvellement. Au contraire, j'ai pris une copie du procès verbal de l'audience qui s'est tenue le 19 juillet 2018 à 8h05 là-bas, sous la présidence de M. Khalifa Sall. Je peux vous en lire quelques extraits. Il est dit dans ce procès verbal que le vice-président de la Cour constitutionnelle au cours de la réunion a par exemple signifié au président de Sall le mécontentement des conseillers à son égard et que malgré l'intervention de ceux-ci, le président Sall a refusé de payer les 2 subventions du conseiller Amadou Diallo, qui est conseiller de la Cour constitutionnelle. Les conseillers Amadou Diallo, CCTA, Ahmed Ternassano se sont appesantis, eux, sur l'annulation du règlement administratif et le maintien du comité de trésorerie. Donc, à l'issue des débats, la plénière a décidé. À cette plénière, Khalifa Sall, ça a été présidé par le président Sall. Parce que j'ai la décision de la plénière signée, Khalifa Sall et le greffier. Alors, il a été décidé par la plénière de l'annulation du règlement administratif, de l'inexistence du règlement intérieur et le fonctionnement de la Cour sur la base de la loi organique.
il a été décidé de l'élaboration du projet de décret à soumettre au PRG, conformément à l'article 88 de la loi organique, en y prévoyant le règlement de la pension de retraite. C'est la loi également qui le dit. En dernier point, la plénière a décidé d'adresser un courrier au président de la République pour doter les membres de la Cour constitutionnelle de véhicules de commandement. À noter que les 3 nouveaux conseillers qui sont entrés étaient également présents à cette plénière et que le PV a été signé donc par M. Sall et par les autres conseillers. Voici Les grandes gueules. Conformément donc au point discuté lors de cette plénière, pour appliquer ce qui a été décidé, un projet de décret daté du 15 août 2018 fixant les modalités d'application dans la loi organique L/2011/006/CNT du 10 mars 2011 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle donc sera fait un projet de décret. Alors, ce projet de décret en son article 19 parle de l'élaboration et de la structure de la Cour constitutionnelle. Vous comprendrez pourquoi. À ce niveau, il est dit que la Cour constitutionnelle jouit de l'autonomie financière. Elle propose son budget qui est inscrit à la loi des finances et libéré entièrement dès le début de l'exercice budgétaire. Ouais. Le président de la Cour constitutionnelle est l'ordonnateur des dépenses. À l'article 201 du projet de décret, Les grandes gueules. le projet de décret est là. Je vous donnerai l'exactitude de l'article ici parce que je pense qu'il y a eu une erreur de frappe ici. Donc, il y a un article de ce projet de décret qui fait mention de l'organe de contrôle interne conformément à la loi L/2012/012/CNT du 9 août 2012 portant loi organique relative aux finances publiques. Donc, ils disent qu'il est donc créé un organe de contrôle interne qui sera composé du vice-président de la Cour constitutionnelle, de 2 juges constitutionnels et du DAF. Cet organe de contrôle interne est particulièrement chargé de conseiller la Cour sur la manière de gérer les risques en donnant des avis indépendants sur la qualité des systèmes de gestion de contrôle, en formulant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir une gestion financière saine. C'est vrai que Kelefa est l'ordonnateur principal, mais ils ont décidé dans ce projet de décret d'instaurer un comité de trésorerie pour que les dépenses, les orientations soient fixées afin que Kelefa puisse en dernier ressort autoriser que les dépenses soient effectuées. Ce projet de décret parle aussi des avantages des retraites et des pensions des membres de la Cour constitutionnelle. À l'article 25, par exemple, il est dit que le dernier montant du salaire de base du membre de la Cour constitutionnelle, pourquoi je le fais? Pour que l'opinion puisse comprendre que ce sont vraiment les meilleurs d'entre nous qui doivent être là-bas. Parce qu'ils bénéficient de beaucoup d'avantages. Alors, il est dit que, par exemple, au niveau des avantages retraite et pension des membres, à l'article 25, par exemple, il est dit que le dernier montant du salaire de base du membre de la Cour constitutionnelle constitue la base de calcul de la pension de retraite payée mensuellement par la Cour à ce dernier-là. La pension annuelle de retraite d'un ancien membre de la Cour constitutionnelle est calculée selon la formule que je vais vous donner. Pension annuelle égale salaire de base fois 2 fois la valeur monétaire du point d'indice fois 12, parce qu'il s'agit d'une année, le tout divisé par 100. C'est comme ça que leur pension de retraite est payée. Autre mention importante, les anciens membres de la Cour constitutionnelle conservent tous les avantages et traitements qui étaient les leurs pendant 12 mois. Pendant 12 mois, ils conservent tous les avantages à compter de la date de cessation de la fonction. Lorsque ce projet de décret a été transmis au président de la République, sa signature a retardé. Les grandes gueules. Lorsque sa signature a retardé, alors, ça a créé des doutes chez certains conseillers qui se sont demandé est-ce que ça a vraiment été transmis à la présidence de la République. Alors, au cours d'une réunion, il a été demandé au président de la Cour constitutionnelle de donner un peu le numéro de référence de transmission du projet de décret. Parce que quand on transmet à la présidence, il y a quand même quelque chose qui prouve que ça a été transmis. Pour s'assurer vraiment que le chef de l'État l'a reçu. La demande exprimée par les conseillers à leur président aurait été satisfaite, mais avec un problème un peu plus grave. Certains conseillers avaient eu vent d'un courrier de M. Kelefa Sall adressé au ministre d'État, secrétaire général, que nous recevons ce matin et qui a dit qu'il ne parlera pas de la Cour constitutionnelle. Alors, adressé au ministre d'État, secrétaire général à la présidente de la République, ce courrier qui dénigrait le projet de décret qui a pourtant été signé par Kelefa lui-même et par les conseillers. Ils ont eu vent qu'un courrier a accompagné ce projet de décret qui dénigrait le même projet de décret, pourtant signé par Sall et les autres conseillers. Il lui a été demandé, donc les conseillers au cours de la plénière lui ont demandé avec insistance de se justifier en lisant publiquement le courrier qu'il a envoyé à la présidente de la République qui a accompagné le projet de décret. Le courrier en question. Selon mes sources, M. Sall aurait pris le courrier. Les grandes gueules. C'est le courrier que j'ai.
Alors, il aurait pris le courrier en question, mais il aurait fait une toute autre lecture du courrier. Parce que c'est, bon, selon mes sources, c'est lui seul qui lisait. Du coup, vous savez, au sein de la Cour, il n'y a pas que les conseils, il y a aussi une administration, il y a aussi les civils. Voilà. Donc, bonne chance à ceux qui tenteront de trouver mes sources, parce qu'il est plus difficile de faire parler un muet de naissance que de faire parler un membre de la Cour constitutionnelle. Donc, ça a été pris, et lorsque la lecture a été faite, selon mes sources, M. Sall aurait omis des passages qui dénigrent le projet de décret qui a été transmis. Alors, l'un des conseillers autour de la table avait le vrai courrier. Alors, le vrai courrier a été sorti et il a été entièrement lu. Je vais vous lire un extrait de ce courrier. On va aller très vite, Moussa. Le Conakry, le 16 août 2018, à monsieur le ministre secrétaire d'État, secrétaire général à la présidence de la République. J'ai l'honneur de vous faire parvenir à l'intention de son Excellence, monsieur le président de la République, le projet de décret portant modalité d'application de la loi organique relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour constitutionnelle. J'attire particulièrement, et c'est la partie qui m'intéresse, votre attention sur la création par les membres d'un organe interne de contrôle à la place de leur fameux comité de trésorerie. J'espère que le dit projet sera discuté au niveau du Conseil des ministres afin que le dit décret ne soit pas considéré comme l'ouverture de la boîte de Pandore au niveau des institutions constitutionnelles. Avec l'assurance que la présidente retiendra particulièrement votre obligeante attention, je vous prie de croire, monsieur le ministre d'État, à l'assurance de ma considération toute particulière, signé monsieur Sall. Le courrier est là. Les conseillers vont se quitter à queue de poisson ce jour-là, la mine, sur la base d'un courrier. Donc, ayant accompagné cela. Donc, il n'y a pas eu de compréhension liée à cela. Parce qu'il y a eu des problèmes autour. Ce qui a créé le problème, la mine, c'est l'instauration d'un organe de contrôle interne, de contrôle budgétaire. En fait, pour comprendre l'origine de cette histoire liée à l'organe de contrôle interne, je vais vous faire juste un petit rappel. Il faut retenir que la Cour constitutionnelle n'avait au début qu'un budget de fonctionnement de l'ordre de 500 millions de francs guinéens par trimestre. Ce budget était insuffisant face aux charges des membres de la Cour constitutionnelle qui, selon mes informations, se seraient donné la main pour amener l'exécutif à rehausser leur salaire afin de couvrir ou compenser la faiblesse de leur budget de fonctionnement. Parce que j'avais appris à l'époque que les membres de la Cour des comptes avaient reçu un petit coup de pouce de la part du budget et que ça avait suscité un peu de colère chez nos conseillers à la Cour. Ils n'ont pas été toujours en désaccord sur ce point, ils étaient très d'accord. Donc ils se sont donné la main pour que eux qui sont vraiment les représentants de la plus haute institution soient au-dessus aussi financièrement, point de vue budget et salaire, par rapport aux autres institutions. Donc, alors ils auraient retardé pour amener l'exécutif à rehausser leur salaire ou leur budget de fonctionnement, ils auraient retardé la réponse à une demande de contrôle de constitutionnalité de la loi pour l'autorisation de ratification de certaines conventions minières. Selon mes informations, le patron était en partance pour la Russie en ce moment-là. Il avait besoin de ce document. C'est la Cour constitutionnelle qui se prononce sur la constitutionnalité, même des traités et autres engagements, surtout dans le domaine minier. Alors, le document important qui devait être présent, qui devait partir avec le boss du côté de la Russie, est indispensable pour mener à bien les négociations. C'est en ce moment qu'ils auraient, les conseillers, posé la question du rehaussement de leur salaire au chef. Après des échanges, ils finiront par s'entendre. Au lieu d'augmenter, parce que la pression était très très importante. Les grandes gueules. Il doit l'avoir et les autres disaient il faut augmenter. Bien. Alors, ils vont finir par s'entendre. Après des échanges, ils finiront par s'entendre. Au lieu d'augmenter leur salaire, c'est plutôt le budget de fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui sera rehaussé de 500 millions par trimestre. Il se situe aujourd'hui à un peu plus de 2 milliards de francs guinéens. C'était subtil, par trimestre. C'était subtil. Vous savez pourquoi? Car les membres d'une certaine corporation aussi, la mine, avaient eu vent de cette augmentation salariale à la Cour. Et ils étaient dans les dispositions de se faire entendre pour bénéficier eux aussi des mêmes avantages. Donc, pour ne pas que ça puisse créer un mauvais précédent, on a plutôt mis cette augmentation, ce rehaussement sur le budget de fonctionnement et non sur les salaires. Ça allait être trop visible et ça allait donner un peu d'appétit aux autres membres de certaines cours, de certaines institutions. Au moment où cette lutte était menée, il y avait une certaine harmonie au sein de la Cour constitutionnelle, pour ne pas dire une harmonie certaine. C'est donc au lendemain de l'augmentation du budget de fonctionnement lié donc c'est donc au lendemain de l'augmentation du budget de fonctionnement que les règles de gouvernance financière de la Cour constitutionnelle seront modifiées. Parce qu'avant ça, avant l'augmentation, il y avait le comité de trésorerie qui décidait. Au lendemain de ça, le comité de trésorerie a été donc dissous. Un acte administratif a été pris pour pouvoir gérer ce budget de fonctionnement par le président de la Cour constitutionnelle. Donc ça a créé les problèmes.
Il reçoit clairement que le courrier adressé au ministre Kiridi Bangoura contre le projet de décret, surtout dans ses dispositions liées à la création d'un organe de contrôle interne, est contradictoire et incompréhensible. Ouais. Ça veut dire que monsieur le président Sall, signataire du dit projet de décret, a écrit contre également ce projet de décret. Alors, et mieux, la Cour constitutionnelle Lamine, sous la présidence de M. Sall, a rendu le 5 mai 2016 l'arrêt numéro AC 0909 de la même date, un arrêt de l'Assemblée plénière qui a porté sur l'affaire intitulée crise à la HAC. Ouais. Je vais finir bientôt, s'il vous plaît. Bien. Parce que ça m'a pris beaucoup de temps Non, pour j'ai bien recouper compris, tout ça. voilà. Alors, donc la Cour va rendre un arrêt lié à la crise que la HAC a connue. Vous vous rappelez de la crise que la HAC a connue? je me souviens. L'arrêt intitulé numéro AC 0909 de la même date. Un arrêt de l'Assemblée plénière qui a porté sur l'affaire intitulée crise à la HAC entre Martine Condé, président de la HAC, et M. Abdourahimi Ba, et 8 autres conseillers de la HAC. Cette affaire portait notamment sur des dysfonctionnements de même nature que ceux qui paralysent aujourd'hui la Cour constitutionnelle. Dans ce arrêt, la Cour constitutionnelle dit, sous la présidence de M. Sall, que la présidente de la HAC, dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Assemblée plénière de la HAC, doit fonder ses décisions sur les délibérations de celle-ci. L'arrêt ordonne la mise en place par l'Assemblée plénière des structures de gestion et de contrôle interne à la HAC. Car la Cour constitutionnelle, sous la présidence de M. Khalifa Sall, a considéré que la transparence, notamment financière, est un objectif à valeur constitutionnelle. C'est très important. Il a dit que la transparence, notamment financière, est un objectif à valeur constitutionnelle et que la mise en place des organes de contrôle interne au sein des institutions répond à cet objectif. Qu'ainsi, le refus de la mise en place d'un organe interne de contrôle au sein de la HAC est contraire à la Constitution. Lamine, je vous donne l'arrêt que la Cour constitutionnelle a rendu sur la crise de la HAC. Les grandes gueules. Alors, il reçoit clairement de ceux qui précèdent. Moi, je me suis posé des questions. Comment on peut avoir deux attitudes différentes face à un même problème? Comment on peut avoir deux attitudes différentes face à un même problème? Il ressort donc clairement de ceux qui précèdent qu'il y a une contradiction notoire entre l'attitude du président de la Cour constitutionnelle au regard du fonctionnement de la Cour constitutionnelle et des règles qu'il impose aux autres institutions. Parce que ce sont des règles qui sont imposées aux autres institutions. Autre chose, il y a eu beaucoup de débats, Lamine, et c'est la dernière partie, s'il vous plaît. Il y a eu beaucoup de débats sur la gestion financière de M. Sall. Certains soutiennent qu'une inspection d'État a travaillé et l'a blanchi. D'autres, par contre, disent que sa gestion financière a été épinglée. Dans l'un ou dans l'autre cas, ce que je peux affirmer, c'est qu'un organe de contrôle au-dessus, je le dis bien, au-dessus de tout ce qui s'est saisi du dossier lié à la gouvernance financière de la Cour constitutionnelle, a mené des investigations, a relevé qu'il y a eu d'importants virements de fonds sur le compte personnel de M. Sall. Une instruction s'est ouverte, le dossier sera actuellement en souffrance à la Cour suprême, car quelqu'un de très haut placé aurait agi pour sauvegarder la dignité de la Cour constitutionnelle, protéger par ricochet l'image de la République. C'est vérifiable. Et empêcher peut-être que l'opposition se saisisse de cette histoire pour accabler également le régime. C'est à la justice de faire son travail. Je ne dis pas que M. Sall est coupable de quoi que ce soit, mais je dis qu'on ne devrait même pas être membre de la Cour constitutionnelle, juridiction supérieure du pays, lorsqu'il plane sur soi un dossier à la justice portant atteinte à ta moralité. Même lorsqu'il y a des soupçons, on ne devrait pas être membre. À la Cour constitutionnelle, on est censé avoir les meilleurs d'entre nous, donc les meilleurs des Guinéens. Dans le même ordre d'idée, Lamine, quelque chose de curieux a attiré mon attention. C'est le dernier paragraphe. Nos conseillers à la Cour constitutionnelle sont les seuls presque au monde, parce qu'ils ne peuvent pas bénéficier de plus d'1 mois de visa à l'ambassade de France. Pendant que les conseillers des cours constitutionnelles des autres pays à l'étranger, vous pouvez vérifier, détiennent des passeports diplomatiques et bénéficient des visas d'un peu plus d'1 année. C'est le cas même de certains commerçants qui ont 2 ans, 3 ans de visa. Ça m'a tiqué. Pourquoi? Les grandes gueules. Alors, il se trouve que cette situation serait le résultat d'une dette que le président de la Cour constitutionnelle actuelle a contractée vis-à-vis du Trésor public français, auquel il resterait devoir un montant de plus de 70 000 € au titre de ses frais médicaux lors d'un contrôle médical lorsqu'il était au CNT. Un jugement d'ailleurs a été fait en France en son encontre par la justice française et aujourd'hui, selon mes informations, il se sera engagé à payer mensuellement 4 000 € pour rétablir le Trésor français dans ses droits. Dans l'un ou dans l'autre,
Voilà ce que j'ai pu trouver ça et là. Je ne fais pas de cabale contre qui que ce soit. Mais je dis dans ce studio, mieux que quiconque, et au début on a été clair, on a dit Lamine, ce n'est pas une question de M. Sall, c'est une question que la gestion de M. Sall ne soit pas propre, n'est pas mon affaire. Mais je dis, il s'agit de la Cour constitutionnelle de Guinée. Ouais. On ne peut pas, je suis journaliste, je ne peux pas croiser mes bras face à certains manquements et que la vérité soit d'un côté. Je ne blanchis pas les autres conseillers, mais je dis, à leur niveau, ils auraient pu passer par la méthode la plus simple. C'est la Cour suprême qui est compétente pour juger de certaines choses. D'ailleurs, l'organe dont j'ai parlé, qui a mené cette investigation, le dossier a été à la Cour suprême et en souffrance là-bas. Mais je dis que les Guinéens doivent faire attention. Il y a des dessous dans tout ce qui se fait. La spontanéité en Guinée est toujours le résultat de quelque chose dans l'ombre. Bien. C'est pas une cabale, mais je demande à ce qu'on nous fassions attention parce que ce qui s'est passé est vraiment frustrant. Je suis complètement déçu. Ouais, t'es choqué comme le président. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.